Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la revue des grandes unes de ce jeudi 11 juillet 2019. Allons tout de suite en kiosque avec la revue des journaux parue ce matin. On démarre donc par le quotidien La Nouvelle Expression. Nécrologie, un baobab s'écroule. Jean-Baptiste Sipa, ancien rédacteur en chef adjoint de l'essor des jeunes du Monseigneur Ndormo et ancien directeur de publication du Messager de Puce Ndiaoué, s'en est allé. Après plus de 50 ans de métier, les mois de ceux qui ont connu le doyen, son dernier message aux candidats à l'élection présidentielle 2018, c'est un dernier conseil aux femmes de médias. Le journal qui a d'ailleurs développé tout un dossier, lui a consacré tout un dossier de la page 5 à la page 9 avec des réactions tout aussi émouvantes avec des réactions tout émouvantes. Toujours à la une du quotidien, la Nouvelle Expression qui parle du traité Germano-Douala, comment le Cameroun est né et à l'occasion du 135e anniversaire de la signature du traité historique, un historien revient sur les contours de la naissance du pays de Douala-Mangabel, un dossier développé de la page 10 à la page 11 qu'on aura l'occasion de scruter. Puis le journal parle aussi du marché de l'assurance, un secteur sinistré. Le taux de pénétration reste en dessous de 2% au Cameroun, une situation due à une culture embryonnaire de l'assurance et au manque de confiance. Bafoussam, elle tente de manipuler la justice. Ces deux dames qui avaient déclaré que leurs compagnons avaient à lever leurs enfants pour les amener en France sans toutefois prendre les dispositions nécessaires. Et donc le journal qui a débouté ces dames devant qui a débouté ces dames au tribunal. Diplomatie, ces autorités persona non grata. Une autorité peut être déclarée persona non grata à cause de ses agissements ou des événements dans lesquels son implication ou sa présence provoque des troubles. C'est d'ailleurs un éclairage que fait Edmond Kambia dans ce journal, parlant ainsi du colonel de gendarmerie que les États-Unis viennent d'interdire de séjour sur leur territoire. Et puis aussi, toujours à la une du quotidien, en quatrième de couverture du journal La Nouvelle Expression, Suzanne Kalaloubé qui fait un article « Tajoura l'horreur » alors que la CAN tire au quart de finale avec son lot de surprises, d'exaspération, de désolation et de démission. Le monde a vécu une abomination qui laisse les plus d'yeux endurcis sans voix. Un article à lire donc en quatrième de couverture du quotidien La Nouvelle Expression. Parlons à présent du quotidien Le Messager qui met en sa une CAN 2019, tous coupables, joueurs, sélectionneurs, dirigeants fédéraux et l'État à la barre. Le journal revient ainsi sur les différents altermoments ou alors les différents moments pathétiques qu'a connu donc le séjour des Lions indomptables en Égypte, éliminé en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, le Cameroun avait tous les moyens de pouvoir continuer l'aventure en tant que tenant du titre. Et puis le journal parle aussi de Gaston Komba, qui est le député d'une CAM qui dresse le bilan de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, indiquant que le SDF fait de la politique spectacle. Le journal rend aussi hommage à quelqu'un qui l'a d'ailleurs servi, Jean-Baptiste Sipa, merci coach, figure emblématique de la liberté de la presse. L'ancien directeur de publication du journal Le Messager a rendu l'âme hier. Voilà ce qu'on peut retenir du journal du quotidien. Le Messager. Parlons à présent avec le quotidien Mutation qui parle de Clarence Sidoff, avis de recherche. Depuis l'élimination du Cameroun de la CAN 2019, le sélectionneur des Lions indomptables n'a pas rejoint Yaoundé. Son rapport sur cet échec est pourtant très attendu. Le journal parle aussi de Jean-Baptiste Sipa qui s'en est allé. Le journal revient aussi sur cette prestation des Lions du volleyball à la CAN 2019. Les Lions qui sont donc en demi-finale. Nécrologie, titre émergence, Jean-Baptiste Sipa n'est plus. Médiation suisse dans la crise anglophone, pourquoi le pouvoir de Yaoundé a évincé le MRC, titre le journal Émergence. Et donc le journal parle aussi du tribunal criminel spécial. Dieudonné Yono remet en cause l'impartialité des juges. Puis le journal Forum Libre revient sur le rapport d'exécution du budget de l'État pour l'exercice 2018, avec aussi la CNPS qui traque les employeurs non débiteurs.
Puis le journal Le Jour qui parle de tension monétaire, comprendre la pénurie des devises. La BIAC indexe les banques commerciales et les États membres de la CEMAC. Les experts évoquent les filières parallèles et la malgouvernance. Lire le dossier de la page 6 à la page 7. Programme d'investissement, le plan triennal n'a plus d'urgence. Le journal fait ainsi allusion à toutes ces séries de chantiers qui avaient été lancés en urgence compte tenu d'un certain nombre de difficultés qu'éprouvait la population jusqu'aujourd'hui. La plupart de ces chantiers sont soit à l'arrêt ou complètement abandonnés. Le journal qui parle aussi de la CAN de volleyball dames, elles sont qualifiées. Incendie à la Sonara, titre Cameroun Tribune, le rapport d'enquête déposé, même si rien n'a filtré sur le contenu. La commission mise sur pied par le Premier ministre, chef du gouvernement, le 11 juin dernier, et présidée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, a donc rendu sa copie. Les conclusions qui restent d'ailleurs très attendues. Le financier d'Afrique qui parle de monnaie avec 2188 comptes en devises ouverts dans l'illégalité en zone CEMAC. Le journal dresse d'ailleurs le bilan de tous les États membres qui ne respectent pas certaines dispositions de la BIAC. Voilà l'essentiel à retenir. Le quotidien de l'économie aussi évoque les cacaoculteurs. Culture durant les cacaoculteurs camerounais analysent la position de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Les deux leaders de la production mondiale n'arrivent pas à faire plier les industriels depuis le 11 juin 2019 afin d'imposer un prix plancher à $2 600 la tonne. La réaction d'Emmanuel Baleba, qui est le porte-parole des producteurs. Voilà donc ce qu'on peut retenir des journaux parus en kiosque ce matin. Camille Nélé, on va commencer cette revue de presse. Bonjour. Bonjour Jean-Paul Chouniat, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. On aurait dû être 3 ce matin, malheureusement, Guy avait Fongan. On continue de l'attendre d'ailleurs. Il a signalé qu'il était en route, mais on continue de l'attendre, Camille. On espère qu'il va nous rejoindre rapidement. Tout à fait. Alors, Camille Nélé, on ne peut pas tout seigneur, tout honneur. Le titre, la une du quotidien, la nouvelle expression, Jean-Baptiste Sipa, un baobab qui s'écroule. Mais c'est la consternation. Sinon, on voit bien la majorité des quotidiens et périodiques qui ont paru ce matin, c'est la consternation avec l'annonce de Jean-Baptiste Sipa, JPS, qui est mort hier à l'âge de 82 ans. C'est chacun qui est allé de sa sensibilité, mais toujours est-il que jusqu'à hier matin, Jean-Baptiste Sipa était considéré comme l'un des plus anciens et des plus solides piliers de la presse écrite camerounaise, surtout écrite, parce qu'il a commencé à écrire dans les années 50, fin des années 50, dans les Sœurs des Jeunes. Sœurs des Jeunes. Mais après les Sœurs des Jeunes, il s'est retrouvé à la Gazette parce que cette partie cette période de son existence n'est pas beaucoup relevée. Pas relevée, effectivement, parce qu'il a été, après que Aboudel Karimou, qui avait été rédacteur en chef de la presse du Cameroun, quand l'État du Cameroun décide de créer Cameroun Tribune, Aboudel Karimou se lance dans l'aventure privée en créant la Gazette en 1974, en même temps que Cameroun Tribune. Et effectivement, dans cette aventure, Jean-Baptiste Sipa s'était embarqué aux côtés d'Aboudel Karimou. Il a été rédacteur en chef, directeur adjoint de la Gazette. Parce que moi, quand j'arrive à la Gazette en 1978, Jean-Baptiste Sipa était directeur adjoint de la Gazette et un directeur adjoint qui était beaucoup plus spécialisé dans le sport. Parce qu'il y avait une chronique à la Gazette à l'époque que seuls ceux qui se souviennent de cette époque, ceux qui avaient vécu cette époque se souviennent. Ça s'appelait les coups francs de JPS. Coups de JBS, qui était Jean-Baptiste Sipa, qui était un fin observateur de football, donnait des points de vue vraiment extraordinaires. Des analyses et des points de vue terribles. Donc, après la Gazette, donc, il a quitté la Gazette à un moment donné. Il s'est lancé dans d'autres aventures éditoriales et après, il s'est retrouvé aux côtés de Pius Ndiawe. Mais il faut dire que Pius Ndiawe l'avait connu à la Gazette. Pius Ndiawe l'avait connu à la Gazette parce que Pius Ndiawe est entré à la Gazette en 1976, je crois, 76. Avant de créer son journal. Avant de créer le Messager en 1979. Mais ce journal-là, qu'il a créé en 1979, il est parti à Bafoussam créer un journal, parce qu'à cette époque-là, à Bafoussam, il n'y avait pas de journaux. Et donc, il s'est embarqué dans cette aventure avec Edouard King. Et ça, là aussi, beaucoup de personnes l'oublient, parce qu'Edouard King avait été le premier directeur
adjoint du Messager. On peut lire ça dans le numéro 0. C'est l'une des âmes du journal du Messager. Donc, en fait, Pius Niawa a cheminé avec Edouard King seul de 79 à 84. C'est en 84 avec le boom, le réveil du Messager. Parce que le Messager, de 79 à 84, il paraissait le plus souvent... Avec la censure de l'ancien régime. Non, il y avait la censure, il y avait aussi une question de moyens. Le Messager n'avait pas de moyens, ni avec les moyens de Niawa. Mais c'est en 1984, après le fameux putsch du 6 avril, on a vu le Messager revenir et surtout poussé par une grande bande de jeunes intellectuels, de jeunes diplômés qui sont mis à écrire. Et c'est à ce moment-là que Jean-Baptiste a rallié le Messager et a rallié en qualité de conseiller spécial. Et ensuite, il a été l'âme du Messager pendant très très longtemps. Bon, il est devenu directeur de publication du Messager qu'après la mort de Pius Niawa, bien entendu. Oui, le journal qui était pratiquement au bord de la rue. Au-delà de ce parcours que vous connaissez de Jean-Baptiste Sipa que vous avez connu, aujourd'hui, il avait mené un certain nombre de combats, notamment pour la liberté au Cameroun et la liberté de la presse. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Baptiste Sipa s'en va? Que reste-t-il des combats de Jean-Baptiste Sipa et qui est à même de porter ces combats aujourd'hui? Ou d'ailleurs, un article du Messager le décrit où la presse est pratiquement caporalisée avec des journalistes à gage qui prennent des causes quelquefois plus ou moins douteuses. Mais il faut dire que Jean-Baptiste Sipa, au départ de sa vie, avec son entrée dans la presse, il est entré dans un journal, Les Sœurs des Jeunes. C'est un journal de combat. Les Sœurs des Jeunes, c'est un journal de combat. Monseigneur Dormeau, dans le diocèse d'un Consamba. Effectivement, c'était dans un journal dans lequel des jeunes Camerounais s'exprimaient et s'exprimaient dans le sens de la liberté, de l'indépendance, de la souveraineté du Cameroun et tout cela. Bon, maintenant, c'est donc dire qu'il a été formé à l'école de la foi, à l'école du combat. Bon, à la Gazette, c'était un peu accalmé. Il y avait une accalmie. Et puis bon, à l'époque de la Gazette, il y avait une censure extrêmement rigoureuse. Vraiment une censure dure qui ne laisse pas passer n'importe quoi. Mais seulement, avec maintenant le retour du Messager, du moins le positionnement du Messager au premier rang de la lutte de la lutte pour les libertés individuelles, la liberté de la presse et tout ça, Jean-Baptiste Sipa s'est placé au premier plan. Et ce qui reste de lui aujourd'hui, ce sont ses écrits, c'est sa pensée, une pensée très forte, et c'est aussi son opiniâtreté dans la quête. Est-ce que d'après vous aujourd'hui, il y a des doyens de la presse, des journalistes qui vont continuer à porter ce combat? Écoutez, vous me posez une question vicieuse. Parce que Jean-Baptiste Sipa est sorti d'une école, de l'école d'Abodel Karimou, de l'école de ces anciens qui ont commencé très jeunes et qui ont connu la presse à un moment assez difficile. Et maintenant, qui pétrit de beaucoup de foi, pétri de beaucoup d'ambition. Ils ont servi de guide. Il a servi de guide pendant longtemps à des jeunes. Et moi, je pense que les meilleurs guides qu'il a eu, les meilleurs éléments qu'il a eu sous lui, il a eu des jeunes comme Edouard King avec qui il a travaillé pendant longtemps. Parce qu'après, quand à son retour du Messager, il a retrouvé toujours Edouard King. Il y a des jeunes tels que François Chanon, qui est encore là aujourd'hui. C'est le directeur de publication du Messager aujourd'hui. Il y a Alex Gustave Azébazé. Ils sont nombreux qui ont travaillé sous sa férule et qui l'ont suivi et qui ont profité de son expérience. Même Benjamin Zébazé aussi. Benjamin Zébazé d'ailleurs, qui a d'ailleurs fait un article assez poignant. Mais tout le monde, tous les jeunes aujourd'hui qui l'ont connu de près ou qui ont travaillé à côté de lui, se souviendront de lui pendant longtemps comme d'un journaliste intégral, un journaliste total, qui n'était pas là pour faire de la forme de journalisme justement que vous décrivez aujourd'hui avec les gombos, avec les articles qu'il a, avec des articles absolument orientés. Non, il est resté jusqu'à la fin de sa vie une sorte de journaliste intégral qui ne faisait que faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire que relater des faits, mais non donner une analyse qui puisse permettre au lecteur de comprendre et surtout d'être imprégné par sa pensée. Mais il est quand même mort dans un dénouement total. Ça appelle quand même aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui le métier de journaliste
est à même de susciter beaucoup d'espoir pour les jeunes quand on voit que des gens comme Jean-Baptiste Sipa ont servi la presse 50 ans. Finalement, est-ce que le métier de journaliste nourrit-il véritablement son nom au point où le métier de journaliste à gage prospère davantage? Non, de toute façon, vous savez, on entre dans le journalisme pour devenir millionnaire ou milliardaire. Ceux qui deviennent millionnaires et milliardaires, ce sont les patrons de presse, mais pas les journalistes eux-mêmes en tant que tels. Il est vrai qu'un journaliste peut devenir patron de presse aussi, mais moi je pense que Jean-Baptiste Sipa fait partie de cette catégorie de personnes qui ne faisaient qu'écrire, qui faisait que faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire écrire. C'est vrai qu'il est un éclaireur de la société. Un éclaireur de la société, et surtout un chevalier de la plume, et qui se battait et pour ses idées, et pour faire avancer les idées, et pour faire bouger la ligne. Bon, il y en a qui peuvent le faire et ne pas trouver exactement leur compte, mais une chose est certaine, la plus grande richesse de Jean-Baptiste Sipa, c'est sa notoriété, c'est le respect que toute la presse et que une grande partie des intellectuels de ce pays lui reconnaître et maintenant pendant longtemps dans la mémoire collective. Dans tous les cas, on va dire salut l'artiste Jean-Baptiste Sipa qui s'en est donc allé à 82 ans après avoir pratiqué le métier de journaliste pendant 52 ans. Et on va lui souhaiter simplement que son âme repose en paix. Camille Nélé, on parle de diplomatie. Il y a un article qui fait quand même la une des journaux. Ce colonel de la gendarmerie, colonel de la gendarmerie camerounaise, interdit de séjour aux États-Unis. C'est d'ailleurs le département d'État américain qui a fait cette sortie-là. On l'accuse d'être impliqué dans des trafics des espèces protégées. Camille Nélé, comment comprendre cette sortie des États-Unis? Vous savez, les États-Unis ne finiront jamais de nous étonner. Ici, ils ont réagi de façon forte et surtout de façon absolument cohérente en interdisant à un Camerounais identifié depuis très très longtemps comme l'un des animateurs de trafic des espèces protégées, les écailles de pangolin, les cornes de rhinocéros, les défenses d'éléphants. Il y a beaucoup de personnalités de notre pays au Cameroun et de l'Afrique qui s'adonnent à ce genre à cette forme de trafic très répréhensible, mais que l'Occident, même s'il en profite, n'apprécie pas toujours. Donc ce colonel, lui, il avait été identifié depuis très très longtemps comme quelqu'un qui faisait commerce des espèces non protégées et d'un certain nombre de espèces protégées. Protégées, je veux dire. Et c'est donc comme ça que, voulant entrer aux États-Unis, voulant solliciter le visa pour entrer aux États-Unis, l'ordinateur l'a repéré et c'est à une fin de non-recevoir qui s'est buté, et cela démontre tout simplement qu'il y a des personnes dans ce pays qui, même si elles font des opérations dans le noir, mais sont quand même connues, reconnues et surtout répertoriées ailleurs. À la limite fichées. Alors, Camille Nélé, pour rester sur ce dossier des personnes non grata, il y a ce député suisse, Sylvain Thévaux, qui a engagé un certain nombre de pétitions pour interdire de séjour le président de la République dans son pays, la Suisse. Alors, dans un contexte pareil où on a des relations d'État à État, est-ce qu'une pareille procédure peut aboutir? C'est de la goujaterie. C'est comme si vous, Jean-Paul Chouniat, décidiez d'ouvrir une procédure contre le président Donald Trump en disant que ce monsieur-là qui ne mette plus jamais les pieds ici et que le Cameroun rompe des relations avec lui. Ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des postures assez loufoques. Bon, il a le droit de penser ce qu'il veut, il a le droit d'intenter des procédures, mais il est qui? Est-ce qu'il représente l'État suisse? Est-ce qu'il a été mandaté par l'État suisse? Est-ce qu'il a été mandaté par son propre parti? Vous voyez, bon, ça c'est le genre de... Sauf que ça reçoit quand même l'adhésion d'un certain nombre d'élus suisses, les députés, les présidents de région. Ils sont combien sur toute la population suisse et par rapport au gouvernement suisse? Non, je pense que ce sont des
des galéjades qui n'ont pas beaucoup de sens. C'est le genre d'attitude qui est là en réalité pour créer le buzz, pour faire du bruit, beaucoup plus pour faire du bruit que pour effectivement aller jusqu'au bout d'une démarche judiciaire, juridique ou bien diplomatique. Parce que lui, il est qui par rapport à la diplomatie de son pays pour rassembler autour de lui 2 pelés, 3 tondus pour estimer que bon, Paul Biya ne doit plus jamais mettre les pieds ici. C'est trop facile. Quand on lit ça dans les journaux et dans les réseaux sociaux, il y en a qui pensent que c'est un exploit. C'est un exploit, mais c'est une plaisanterie pas très digeste. Une plaisanterie de mauvais goût. Pas très digeste. Camille, on va aller véritablement au parle de course. Parlons de ces 2 faussaires qui ont été condamnés à 10 ans de prison ferme à Yaoundé. Ils tentaient de soustraire 67 millions de francs CFA au trésor public, parmi lesquels il y a un inspecteur principal de police qui a déposé un courrier contenant de vrais faux documents au ministère des Finances. Et constat fait à la direction de la solde, sur la vigilance de la direction de la solde, ce sont des faux documents et les 2 mousquetaires et son complice qui ont donc été répertoriés. Au moment où le Cameroun est véritablement dos au mur, mais on constate qu'il y a des individus, même faisant partie de l'administration publique, qui continuent de trouver des moyens pour subtiliser l'argent à l'État du Cameroun. Comment faire pour mettre véritablement fin à ce genre de scandale qui, il faut le souligner, n'est pas le premier ni le dernier? Moi, je pense qu'il faudrait être naïf pour penser qu'on peut mettre fin à ce genre d'agissement, d'action qui ne date pas d'aujourd'hui et qui, en réalité, même sont devenus de plus en plus marginales aujourd'hui, parce que si vous remontez l'histoire vers les 30-40 dernières années, vous verrez que vous comprendrez qu'il y a énormément de trésoriers payeurs généraux, de percepteurs, de responsables de caisses publiques qui ont été condamnés et qui ont purgé de longues peines de prison pour des détournements en réalité dont ils n'ont pas eux-mêmes profité. Il y a un milliard de systèmes pour distraire l'argent de l'État. Avec la falsification des chiffres au Sénat dit. C'est-à-dire, je dis avec la complicité active ou passive des caissiers, mais maintenant avec les méandres des réseaux de paiement qu'ils maîtrisent, parce que les gens qui savent comment peut circuler un bon savent très bien qu'on peut faire ça, si ça, pour aboutir à cela et obtenir de l'argent. Il y a plein de gens qui dans ce pays ne font rien, mais qui ne font que ça, qui se baladent avec des manettes, mais qui profitent de ce genre de système. Et ce n'est qu'une petite affaire. Il y a des gens qui ont réussi à obtenir 100, 200, 300, 400, 500 millions, et même avec la complicité même du trésorier payeur. Donc, les conclusions, les bâtisses poussent un peu de partout. Absolument. Vous voyez des voitures, des bâtisses, des Mercedes, un train de vie à crever les yeux, mais malheureusement le type ne fait rien. Il est uniquement dans ce genre de choses. Vous avez vu tout récemment, au moment où l'État a décidé de faire le recensement du personnel, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui touchaient 3, 4, 5 salaires. Il y a des gens qui ne résident même pas sur le territoire camerounais. Voilà, qui les touchaient le plus régulièrement du monde. Et ça fonctionnait depuis 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Le type est chez lui, mais à la fin du mois, il fait le tour tout simplement des établissements pour aller retrouver son argent. Et il est incroyable que ça ait pu marcher aussi facilement pendant trop longtemps. Donc, ça veut dire qu'au Cameroun aujourd'hui, il y en a qui ont compris les 1001 façons de détourner l'argent, de voler de l'argent et même de réussir à mener un train de vie assez faramineux sans faire d'efforts. Vous avez vu, il y a quelques jours, il y a un caissier qui vient d'être découpé de 15 ans d'emprisonnement ferme pour avoir détourné 60 à 70 millions. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il avait été ensorcelé par un client qui est venu le voir et dans son bureau et il ne sait pas ce qui s'est passé. Le client l'a ensorcelé, non pas lui à remettre l'argent au client, mais à ce que lui prenne les 70 millions. Pour les lui remettre. Donc, je vous assure, on verra, quand on fait le tour des tribunaux, on voit toutes sortes d'histoires plus farfelues les unes que les autres, mais c'est qu'il y a des gens qui, étant dehors, trouvent toujours le moyen de voler de l'argent, de détourner de l'argent et surtout de mener un train de vie extraordinaire grâce à cet argent
facilement gagné. Camille Nelly, vous n'êtes pas un spécialiste de foot. Qu'en 2019, tous coupables, joueurs, sélectionneurs, dirigeants fédéraux et l'État à la barre. Que vous inspire ce titre du quotidien Le Messager? Mais il n'y a pas que l'État qui doit être à la barre. Parce que moi, je pense qu'il est trop facile de dire, c'est vrai que l'État a une très grande responsabilité. La première responsabilité de l'État, c'est que l'État n'a pas réussi jusqu'à présent à ramener l'ordre. À ramener non seulement de l'ordre, mais seulement de l'efficacité dans le football camerounais. Le football camerounais n'existe plus, il n'est plus que virtuel en réalité. Vous savez, il y a 30 ans, 40 ans, il y a 25 ans même, 30 ans, chaque Camerounais connaissait le nom de chaque joueur de chaque équipe. Connaissant même le 11 entrant. Le 11 entrant, le 11 entrant. Mais aujourd'hui, citez-moi 5 Camerounais qui peuvent vous dire que telle équipe, voici les noms des joueurs. Ça veut dire que le football lui-même est fini. Autre chose, vous n'allez pas dire que c'est l'État a une très grande responsabilité dans cela. Il n'a pas su conserver et capitaliser tout ce qu'il a eu comme exploit, comme satisfaction pendant de longues années. Oui, jusqu'au moment où on rejoint le problème de gouvernance au finish. Le problème de gouvernance, mais après le problème de gouvernance, ce problème de gouvernance qui a réussi, mais seulement qui ne fonctionne qu'avec des subterfuges. Si le Cameroun a pu aller 5 fois en Coupe du Monde, a obtenu 5 Coupes d'Afrique des Nations, c'est parce qu'il y a des gars qui avaient mouillé le maillot. Il y a des gens dont on a oublié les noms, les MT Emmanuel, les Manga Ongene, les Roger Mila, on ne peut pas les citer tous, sans. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, malgré le fait qu'à cette époque, il n'y avait pas d'école de football, mais aujourd'hui, dès qu'un petit de 12, 13, 14, 15 ans est capable de faire 2 passements de jambes et de tirer un coup franc, on le vend immédiatement pour aller jouer en Europe. C'est qui a appauvri le championnat local. Mais le championnat local n'existe même pas. En talent, ça a appauvri le championnat local. Le championnat n'existe pas. Ce qui fait, conséquence finale, on se retrouve en Coupe du Monde avec un patchwork de joueurs venus de l'étranger qui n'ont jamais joué ensemble et qui ne se retrouvent que pour aller. Ça veut dire que le Cameroun n'a pas d'équipe. Le Cameroun a une sorte de. Un agrégat de joueurs venus de divers horizons, mais il n'y a pas d'équipe. C'est pour ça que cette équipe n'a pas d'âme. C'est pour ça que cette équipe peut traîner sur le terrain. Avec toutes les difficultés du monde, à poser des actes cohérents, tandis qu'il faut regarder les équipes de petits, entre guillemets, petits pays, tels que le Bénin, Madagascar. Voilà. Dans tous les cas, Camille Nelly, même si on ne sait pas où l'on va, devons au moins nous rappeler d'où nous venons pour parler de ce traité germano-douala, comment le Cameroun est né. À l'occasion du 135e anniversaire de la signature de ce traité historique, il y a un historien qui revient sur les contours de la naissance du pays de Douala Mangabel. Camille Nelly, quand on regarde jusqu'aujourd'hui, est-ce que ce traité germano-douala, quelle est son importance aujourd'hui pour le Cameroun? Moi, je pense que l'importance de ce traité, ce traité a une importance, fondatrice. C'est-à-dire qu'avant ce traité du 12 juillet 1884, le Cameroun n'existait pas en tant qu'État. Le Cameroun n'existait pas, était considéré... Il n'y avait pas un territoire défini comme Cameroun. Il était considéré comme ce qu'on appelle une expression géographique. Expression géographique d'ailleurs qui avait été héritée des Portugais, qui s'étaient retrouvés ici sur le Voï pendant la saison des pluies, parce que c'est pendant la saison des pluies que nous avons les Beato et ces crevettes que l'on ne trouve qu'au Cameroun en Afrique, qui pullulaient sur le Rio dos Camaros. Alors ils ont baptisé ça le Rio dos Camaros. La rivière des crevettes. La crevette. Et maintenant la ville elle-même, du moins ce qui tenait lieu d'agglomération, a été dénommé Camaroès. Donc Douala, c'est d'abord appelé Camaroès, ensuite Cameroun. Et maintenant, les Allemands, quand ils ont réussi à arriver ici, et après le traité germano-douala, ils ont appelé la ville Cameroun-Stadtteil, la ville de Cameroun. Bon, maintenant, ce n'est qu'après. Mais ce qu'on appelait Cameroun, ce n'était que la ville de Douala et ses environs. Mais après le traité germano-douala, c'est à ce moment-là que les Allemands sont entrés dans l'Interland et l'intérieur du pays est devenu... Avec la conquête des espaces d'ailleurs. Bien entendu, est devenu le Cameroun. Ce Cameroun-là, donc c'est pour ça que le traité germano-douala de 1884, qui avait été ici par le King Bell et le King Aqua, mais non, c'est l'acte de naissance. Et le reste, c'est l'histoire qui a suivi. Parce qu'en 1884 et par la suite, tout ce qui est arrivé tout ce qui a pu constituer le Cameroun par la suite était germanophone jusqu'à 1914.
Parce que avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale et la défaite de l'Allemagne, c'est après la défaite de l'Allemagne en 1918 que le Cameroun a été divisé en deux par la Société des Nations. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite, et ce qui est d'ailleurs abouti jusqu'à la crise anglophone jusqu'à aujourd'hui. Mais toujours est-il que le traité germano-douala de 1884, en fait, devrait être connu de tous et surtout toutes les péripéties qui découlent de ce traité. Il faudrait que les jeunes sachent d'où on vient. Mais curieusement, c'est pas pourquoi aujourd'hui le rappeler, oui, on le rappelle, mais c'est pas véritablement enseigné dans nos établissements avec tout ce que vous venez de décrire là tout à l'heure. Aujourd'hui, on a envie de se demander à quoi sert aujourd'hui cette histoire si elle n'est pas utile aux jeunes qui ne maîtrisent pas finalement l'histoire de leur pays. Elle ne servira à rien tant qu'elle n'est pas écrite par ceux qui sont chargés de le faire, c'est-à-dire les historiens. Les historiens font preuve d'une paresse extraordinaire. C'est chaque historien qui, de son côté, a ses propres éléments et est capable de dérouler toutes sortes d'informations face à leurs étudiants, face à des publics locaux, étrangers, pour dire, maintenant pour étaler leur érudition. Mais en réalité, il faudrait que les historiens Cameroun soit capable de s'asseoir, de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, sur l'histoire du Cameroun qui ne puisse plus jamais être discutée. Et c'est d'autant plus malheureux que l'histoire proche du Cameroun de 1958 à nos jours est très très mal connue. Et c'est chaque historien, c'est chaque homme de culture, c'est chaque... En fonction des obédiences politiques. Chaque, militant d'un parti politique qui écrit l'histoire du Cameroun selon ses humeurs, selon son idéologie, selon ses souvenirs. Et ce qui fait que nous nous retrouvons aujourd'hui avec une histoire tronquée, une histoire truquée, une histoire qui est, je dis tout simplement, constituée d'histoire, entre guillemets, et d'histoire au pluriel. Donc, moi, je pense que les historiens devraient faire ce travail-là, devraient s'asseoir, se mettre d'accord et donner ainsi la possibilité d'enseigner cette histoire à l'école, parce que les jeunes Camerounais eux-mêmes ne connaissent pas l'histoire du Cameroun, ni le déroulement du Cameroun. Demandez à n'importe quel jeune qui était au Miobé, qui était... on connaît plus l'histoire de France. Ça rejoint d'ailleurs le combat d'André Blaise et Sama, qui estime que normalement les martyrs camerounais, les héros camerounais doivent être honorés par des stèles dans la ville. Malheureusement, il a mené le combat contre la statue de Leclerc à Bonanjo. Il a même tranché la tête au colonel Leclerc. Mais c'est toujours en place, alors qu'on a vu comment l'érection de la statue de Oumniobé a fait des vagues. Pourtant, nos rues sont baptisées au nom des étrangers, des colons qui ont mis le Cameroun là où il est aujourd'hui. C'est un processus en évolution. Vous me parlez des actions de Sama. Oui, moi, elles sont bien sympathiques. Tout au moins l'intention, même si on n'est pas d'accord avec la façon dont il procède. Je dis l'activisme de Sama. Moi, au moment où, le jour où il s'en est pris au général Leclerc, à la statue du général Leclerc. Moi, j'étais très d'accord avec lui pour une raison simple. On ne peut pas mettre sur la plus grande place de Douala un individu qui lui-même n'était même pas général en réalité, parce qu'il était lieutenant-colonel. Il était arrivé faire quoi au Cameroun? Et juste à côté où Rudolf Douala Mangabel avait été pendu, il n'y a rien de lui. Il n'y a rien. Mais c'est pour ça que moi, je dis, dans le sens du combat des Sama, ce monsieur n'a rien apporté, n'a eu aucune contribution dans l'histoire du Cameroun. Il était venu rallier, venu chercher de la chair à canon ici à Douala, après la réunion à la Chambre de commerce, pour prendre des gens pour aller se faire tuer pour la France. Il a traversé l'Afrique pour aller rallier le général de Gaulle. Mais Leclerc a fait quoi pour le Cameroun? Rien du tout. C'est pour ça que la posture des Sama est une posture assez cohérente. Tout un lycée porte son nom. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des rues. Si vous trouvez des rues Drouot, des rues Fauche, des rues Pau et tout ça. Bon, on était encore... on n'avait pas encore eu tous les moyens et toutes on n'avait pas encore mis en place toutes les stratégies, non seulement de baptême de nos rues, mais d'adressage de nos rues, mais c'est en train d'être fait tout doucement et ça va être réparé. Et seulement, le problème justement de cette statue de Leclerc devra être débattu un jour, même si il faudra que, avec la France, qu'on s'arrange. Mais tu est-il que ça avance, mais c'est une question de volonté politique, de volonté générale. Est-ce que c'est pas tout ça qui bloque finalement aussi que l'histoire vraie du Cameroun ne soit pas enseignée? C'est autant de choses. C'est pour ça que je vous dis que quand on va enseigner l'histoire du Cameroun, un jeune va demander qui était Leclerc.
Ça sera très compliqué. Même beaucoup d'historiens ne sauront pas vous dire qui il était. Merci Camille Nélé. Cependant, on déplore l'absence finalement Guerre Fongan qui n'a pas pu arriver. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition de la Revue des Grandes Unes. La pensée du jour, celui qui confesse son ignorance la présente une fois. Celui qui essaye de la dissimuler la présente plusieurs fois. Celui qui confesse son ignorance la présente une fois. Celui qui essaye de la dissimuler la présente plusieurs fois. C'est un proverbe japonais. Madame, monsieur, restez scotchés sur le programme d'Equinox Télévision. 10-12 de Zénith démarre dans quelques instants.